Bien, bonjour, je vais essayer de ne pas être trop long parce que vous avez déjà passé la journée très studieuse et appliquée. Je vais pas répondre à toutes les questions qui ont été posées. Je vais simplement vous dire peut-être quelques mots ce que m'ont inspiré les discussions, les présentations des uns et des autres. Si je vous dis « Nous demandons aux villes ce que nous n'attendons plus de l'État », nous demandons aux villes ce que nous n'attendons plus de l'État, vous savez que c'est Jacques Derrida en 1995 qui donne avec ces mots sa contribution à la conférence des villes-refuges, qui était alors une initiative qui a fait long feu, mais qui a été reprise, on peut dire, au début des années 2000 par un réseau des élus hospitaliers, puis maintenant avec cette association des villes et territoires accueillants. Je crois qu'on est un peu dans cette idée, et maintenant très, très concrète, de ce qui était alors plutôt une poétique du refuge, trouver des mots qui allaient attirer l'attention, qui allaient mobiliser. Mais en disant cela, Jacques Derrida faisait référence d'une manière philosophique, non historique, aux villes franches du Moyen-Âge et à la capacité des villes à faire leur politique, à faire leurs droits même, et en particulier leurs droits vis-à-vis des étrangers ou vis-à-vis des indigents. Alors, si vous faites un flashback sur la journée, vous vous rendez compte qu'une seule personne, le représentant de l'État, nous a dit « L'avenir, c'est la ville et elle est sans les États ». Je l'ai noté parce que quelqu'un a dit ça. « L'avenir du monde, c'est la ville et c'est sans les États ». Et puis je note quelques instants plus tard la représentante d'Emmaüs qui dit « L'hébergement est une compétence de l'État ». Tout ça est vrai et je pense que Alain Régnier a tout à fait raison et c'est un point de vue que je partage et que je répète. Et dans mon dernier travail sur l'hospitalité, je reprends quelque chose qui a été dit par un philosophe, René Scherrer, et qui dit « La nation, c'est la catastrophe de l'hospitalité ». Bref, il y a plein de choses qu'on ne peut pas faire, qu'on ne peut pas même imaginer au niveau des États. Ce rapport à l'étranger est devenu tellement rigide, tellement rigidifié, tellement dépendant des lois territoriales, de la dureté des territoires. Je vais revenir à ça, parce que Michel l'a abordé en début de matinée, qu'en effet, on peut dire de manière, non pas comme un anthropologue anarchiste, comme tous les anthropologues qui n'aiment pas l'État, bien sûr, mais pas non plus comme un utopiste, on peut dire que l'avenir est très probablement sans les États, ou en tout cas sans nos États-nations d'aujourd'hui, avec une autre forme politique. Et donc, nous avons tout intérêt à réfléchir, anticiper, bien qu'on n'anticipe jamais rien en réalité, mais enfin, à essayer de penser qu'on contrôle un petit peu le mouvement du monde, et que, en effet, les villes ont une potentialité qui n'est plus celle des États-nations, et quelque chose à une autre échelle sera certainement à inventer. Mais pour revenir à cette déclaration de la représentante d'Emmaüs, l'hébergement est une compétence de l'État. Moi, j'entends souvent ça en France, et à chaque fois, je dis, mais vous savez qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où on ne dit pas ça du tout. On n'attend rien de l'État. Il y a beaucoup de pays dans le monde où on n'attend rien de l'État. Le Liban, qui a accueilli plus d'1 million de réfugiés syriens, pour ceux qui connaissent le Liban, vous savez que les Libanais n'attendent rien de leur État. Ils attendent beaucoup de la diaspora, ils attendent beaucoup de leur famille, ils attendent beaucoup des affaires qu'ils font, ils attendent
des organisations internationales, ils attendent beaucoup de choses, ils se prennent beaucoup en main, mais ils attendent très peu de l'État. C'est plutôt un encombrement, l'État. Vous savez, c'est un pays qui est resté pendant plus d'un an sans gouvernement, et les gens disaient on a quand même vécu, quoi. En Afrique, il y a beaucoup de pays où l'État-nation est un legs du colonialisme, avec lequel les gens se débrouillent, ils essayent d'en faire quelque chose, ils l'ont approprié, bien sûr. Il y a des collègues, que ce soit Jean-François Bayard ou Bertrand Badi, ont beaucoup écrit là-dessus, en disant c'est un État importé, c'est un État reformulé, mais c'est un État qui reste encore très difficile et dont on a plutôt, encore en Afrique, on a plutôt tous les aspects négatifs, la police, la corruption, etc., et beaucoup moins les bénéfices. Et donc, dire que l'avenir du monde est sans les États est plutôt une assertion réaliste. Maintenant, c'est peut-être pas pour demain, c'est peut-être pas pour après-demain, mais je pense qu'il faut le garder en tête. Et donc en France, on n'en est pas là, et on en est au fait que nous réagissons tous en fonction de l'État. Nous sommes tous très politisés, en fait, même si nous disons qu'on a perdu la politique, mais nous sommes tous des citoyens et nous réagissons beaucoup en citoyens d'un État. Et je pense que tout ce qui s'est passé depuis 2015, parce qu'on a beaucoup utilisé cette date, et je crois que voilà, c'est acquis. Non, c'est pas une crise migratoire, c'est une crise de l'accueil, c'est une crise des États face à la migration internationale, c'est une crise des dispositifs d'accueil, etc. Mais enfin bon, l'année 2015 fait date, fait histoire. Ce qu'on a vécu en Europe et particulièrement en France, c'est une relation à trois. C'est pas seulement les migrants et nous, c'est l'État, les migrants et nous. Notre État, les migrants et nous. Et beaucoup de gens, dans le travail qu'on a fait dans le cadre du programme Babels, où on s'est beaucoup intéressé à la réaction des villes et à la réaction des gens, avec tout un tas d'enquêtes sur les questions d'hospitalité privée, domestique ou d'hospitalité communale. Les réactions étaient le plus souvent des réactions indignées, en disant mais enfin l'État ne fait rien, notre État ne fait rien, donc on va faire quelque chose, soit parce que la catastrophe c'est que l'État n'est pas là, soit pour protester contre notre État. Et ce qu'on a constaté, c'est que beaucoup de gens se sont politisés à travers l'hospitalité. C'est-à-dire ils sont entrés en politique là ces dernières années par le couloir, si je puis dire, de ce passage, pas seulement de la compassion à l'égard des migrants, mais de la protestation contre notre État qui ne fait rien pour accueillir les migrants. Donc je pense que cette dimension, les débats réguliers qu'il y a dans les mouvements de soutien entre ceux qui sont des vrais militants politiques et ceux qui ne sont pas de vrais militants parce qu'ils sont humanitaires, je pense qu'elle est d'un autre temps, elle est débordée par ce qui s'est passé. Les gens sont entrés dans la politique au sens de le monde m'intéresse et j'interviens pour changer quelque chose dans l'état du monde, par le biais de cette crise qui était la crise de nos États auxquels on a pris l'habitude de faire confiance, et peut-être qu'il ne faut plus tout à fait leur faire confiance, face à une situation qui, bien évidemment, pour chacune des personnes qui sont en déplacement, a été dramatique, parce que des gens venaient d'une situation de guerre, venaient d'une situation d'extrême violence, venaient d'une situation d'extrême pauvreté ou d'abandon, mais qui, pour d'autres aussi, est une situation qui peut être ordinaire, enfin un peu au sens où Michel l'employait ce matin, c'est-à-dire effectivement ce sont des vies extraordinaires, exceptionnelles, et beaucoup de gens ont été fascinés par l'héroïsme de tous
tous ces gens qui franchissaient la Méditerranée dans des conditions très difficiles. Mais cette mobilité généralisée est quelque chose qui est en train de devenir ordinaire. Donc une mobilisation pour accueillir ces personnes et la réflexion nécessairement politique mais aussi théorique pour les chercheurs et pour tous les intervenants, c'est comment faire pour ajuster les dispositifs des sociétés avec le changement des sociétés. C'est ce rapport entre ce qui bouge et ce qui bouge moins, ou comme disait Zygmunt Bauman, entre la part liquide de la vie sociale et la part solide, celle qui est en place. Mireille Delmas-Marty, à propos du climat et de la réussite qu'a pu être la conférence de Paris de 2015, sur le climat, Mireille Delmas-Marty disait que pour faire changer le droit, il faut plusieurs forces du droit, et elle évoque les forces du droit. Le droit ne se fait pas tout seul, le droit ne tombe pas du ciel, c'est pas l'État qui fait le droit, c'est important, ça n'est pas que l'État qui fait le droit, il y a des forces du droit, et elle disait si la question du climat a pu avancer sur le plan politique, sur le plan global et sur le plan juridique, c'est parce qu'il y a eu une convergence de forces qui sont les organisations internationales globales, le monde des chercheurs et le patronat, les entreprises, etc. Elle disait ce sont ces trois forces-là et la société civile. Ce sont ces quatre forces-là qui ont fait que le droit a pu changer. Et je pense que, en parlant avec elle précisément, on peut avancer un peu sur la question des migrations en général, là, à un niveau aussi global que la question du climat, puisque c'est une question globale, mondiale, et il faut une réponse globale mondiale. Qu'est-ce qui va faire avancer le droit et les droits au niveau des mobilités, des migrations à l'échelle du monde? On peut reprendre les différents niveaux avec un certain réalisme qui nous fait penser que peut-être c'est pas pour demain qu'on aura les solutions, mais pour le climat, entre le début des années 70 où quelques marginaux allaient en Ardèche ou dans le Larzac planter leur culture bio ou élever leurs chèvres, et puis la conférence sur le climat de 2015, il s'est passé une quarantaine d'années. Donc il faut prendre le temps. Au niveau mondial, est-ce qu'on peut arriver à ce qu'une décision soit prise à un moment donné par une conférence des Nations Unies, par exemple, qui donnerait quelques indications? Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui est très important, bien que ça a été très négatif apparemment. C'est la conférence de Marrakech de début décembre, où rien n'a été dit sauf réaffirmer le rôle des États, mais où quelque chose s'est passé. Une réunion a eu lieu, une volonté de rendre les migrations sûres, non dangereuses, pour arriver à faire avancer la légalité contre la dangerosité. Alors bien sûr, il y en a qui disent contre l'illégalité. On a entendu toutes les voix, et en gros, c'est le point de vue des États-nations qui a triomphé à Marrakech, mais ce qui a triomphé aussi, c'est la possibilité d'un premier forum global sur les migrations internationales, et même pour les migrations internationales, ce qui a fait lever les boucliers de toutes les extrêmes droites en Europe,
pour dire des choses qui n'étaient absolument pas dans le contenu de cette déclaration, c'était même tout le contraire, mais ça fait rien. S'ils ont réagi, si ces extrêmes droites ont réagi, c'est justement parce qu'il se passait quelque chose quand même, ce qui est déjà un minimum. Il se passe des choses, et il se passe énormément de choses au niveau local, micro-local, avec toutes les initiatives autour de l'hospitalité, de l'accueil, dans les petites villes, dans les villages, la mobilisation qui a été faite des habitants pour permettre aux migrants de trouver un refuge, de trouver une habitation, un lieu où habiter. Céline Barré de l'association des villes refuges, des villes et territoires accueillants a parlé d'accueil inconditionnel. Alors bien sûr, c'est toute une question, c'est tout un débat, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais effectivement, ce en quoi il y a là quelque chose de très intéressant, qui me semble intéressant de pointer, c'est que les villes ont dit, nous, on veut faire un pas qui est l'accueil de migrants qui peuvent être en situation irrégulière. Et donc, quand on fait ce geste-là, eh ben, on le fait contre l'État. Même si les villes continuent de dire nous ne sommes pas contre l'État, notre politique ne s'oppose pas à l'État, elle est une politique qui consiste à accueillir. Mais quand on dit on accueille les gens, quelles que soient leurs conditions administratives, eh ben, on se met en conflit, en tout cas, avec l'État, et où on crée quelque chose, où on dit sur le territoire de ma commune, je suis souverain. C'est compliqué quand le maire de Grande-Synthe, Damien Carême, dit sur le territoire de ma commune, quelle que soit sa condition, on ne meurt pas de faim et de froid. Donc, les conséquences, c'est je crée des conditions d'accueil, quel que soit le statut juridique des gens qui sont là. Donc, on est passible d'un délit de solidarité, comme on dit, et en tout cas, on crée une loi locale différente de la loi nationale. Et puis donc, comment on fait avec ces tentatives d'avoir des lois ou des règlements à un niveau global, d'avoir des lois au niveau très local ou micro-local. On fait aussi avec les chercheurs, et on a créé, des collègues ont créé, Virginie Guiraudon, Camille Schmoll et Hélène Thiollet ont eu l'initiative de créer un GIEC Migration, comme on l'appelle, pour tenter de jouer un rôle qui serait de dire, voilà, sur ces différents points, les chercheurs peuvent opposer un certain nombre de chiffres, de notions, d'idées vraies contre les rumeurs ou les désinformations qu'on trouve dans le débat public. Donc là aussi, il y a une autre contribution. Et puis, comme ça a déjà été dit ce matin, je voudrais le redire, on peut créer... Comment est-ce qu'on crée du droit pour avoir un droit à la mobilité? C'est ça la question pour eux. Comment est-ce qu'on crée du droit pour avoir un droit à la mobilité? Avec ces différents niveaux-là, le très local, le global, les organisations internationales, les organisations humanitaires, les organisations, tout ce qui travaille au niveau international, les chercheurs, on peut arriver à, par exemple, avoir un jour quelque chose qui, dans une déclaration d'une des instances des Nations Unies, dira l'hospitalité est un principe juridique recommandé, ou l'accueil est recommandé dans toutes les villes, quelles que soient les conditions des gens. Si quelque chose comme ça un jour arrive, ça n'est pas forcément un droit opposable, c'est un droit utilisable pour faire des recours au niveau national. Et l'exemple du mot fraternité est intéressant pour ça, parce qu'effectivement, le mot fraternité a permis, qui est dans la Constitution française, donc, a permis au Conseil constitutionnel de s'opposer à une décision de justice condamnant Cédric Herrou au nom du délit de solidarité.
Donc s'il existe quelque part dans un droit un mot comme hospitalité, un mot comme accueil ou comme solidarité, ce sera déjà ça pour faire avancer le droit. Voilà. C'était juste un développement sur cette question de ce que ne peut pas l'État. L'État-nation, dans tous les cas, arrive en dernier. Nous n'avons pas à nous faire d'illusions là-dessus. Et il ne faut pas que ça soit la raison d'un désespoir ou la raison d'un fatalisme qui dira « on n'arrivera jamais à rien ». On sait bien que les États-nations arriveront en dernier. Voilà. Le deuxième point que je voulais souligner ou mettre en évidence, c'est plusieurs fois dans plusieurs discussions est venue cette idée, la ville incluante, la fabrique de la ville sans exclure, penser la vie et la ville ordinaire. Et pourquoi doit-on parler des migrants finalement ? Pourquoi doit-on parler des migrants ? Pourquoi ne pas monter un peu plus non pas monter un peu plus en généralité, mais je dirais monter un peu plus en portée politique, en parlant de mobilité, de ville et mobilité. Et par exemple, effectivement, donc là je reprends ce que disait Michel Lusseau ce matin, on est effectivement devant un paradoxe, une contradiction terrible entre quelque chose qui est dans notre environnement en permanence, qui est l'apologie du mouvement, et une logistique, si je puis dire, une logistique urbaine du contrôle. On est confronté sans arrêt dans notre existence à des barrières, des contrôles, des difficultés de passer, des impossibilités de passer, et donc cette idée de l'intraversabilité de la ville qui est effectivement inconciliable avec la ville accueillante. Comme s'il fallait mettre tout le temps et de plus en plus mettre de l'ordre tout le temps et partout, par crainte d'un chaos qui serait toujours un chaos à venir et qui serait par nature dangereux. Et donc cette idée de chaos mérite d'être revue, mérite d'être repensée. On peut dire, beaucoup de sociologues le disent, la vie est un chaos et la sociologie sert à mettre de l'ordre intellectuellement pour mettre des mots et mettre du sens. Et peut-être qu'on peut le dire en général, le monde est un chaos et nos mots et nos idées sont des tentatives pour donner du sens à ce chaos. Mais moi, je me suis trouvé face à cette idée-là dans un autre contexte, et vous imaginez, où je me suis pensé à dire qu'on pouvait prendre un campement comme une forêt. Ça a été... Alors, vous savez que campement, on l'a appelé jungle à propos de Calais, avec beaucoup de discussions sur pourquoi on dit jungle, c'est pas beau, c'est dépréciatif. C'est vrai que selon qui utilisait ce terme, le mot jungle, ça ramène les autres à la jungle, à la forêt, à la nature, à quelque chose qui est presque pas humain. Et ce qui est intéressant, c'est que le mot ne dérangeait pas les gens qui étaient là. En tout cas, il ne dérangeait pas les Afghans, puisque jungle, c'est un mot de la langue pachtou qui veut dire le buisson, le petit bout de forêt. Jungle, le petit bout de forêt. Et vous savez, ou vous ne savez pas, je vous le dis, que le mot favela, ça veut dire le buisson. Le mot favela, c'est le buisson, parce que la première favela qui a été créée au Brésil, c'est dans une petite colline, dans la périphérie de Rio, qui s'appelait justement la colline du buisson, la colline du petit buisson, de la favela. Et donc c'est comme ça que le mot est resté pour désigner en général les favelas. Donc maintenant, on n'a plus besoin de demander ce que c'est, on sait ce que c'est qu'une favela. Bon, bah, c'est cette espèce d'apparent désordre urbain qui est plutôt sur la frontière, plutôt sur la marge. Et on peut associer ça effectivement aux visions qu'on a de la forêt chaotique ou de la forêt cacophonique, les bruits de la forêt
Alors quand on les entend de l'extérieur, c'est cacophonique, et puis et de même, le chaos vu de l'extérieur peut être effrayant, et puis il faut se mettre à l'intérieur pour se rendre compte qu'il y a de l'harmonie, qu'il y a des flux, qu'il y a des mouvements, et que ces mouvements donc sont harmonieux, même s'ils ne sont pas parfaitement structurés. Alors il y a cette question qui est posée à l'anthropologue, quelle est l'unité sociale de base? Enfin c'est comme ça que j'ai traduit la question plus ou moins. Quelle est l'unité de sens? Quelle est l'unité de sens? Quelle est l'unité sociale? Ou bien, moi je dirais, parce que ça recoupe, non, la question de Luc recoupe en permanence la question des anthropologues, c'est-à-dire qu'est-ce qui fait communauté? Qu'est-ce qui fait, ou comme on dit souvent, qu'est-ce qui fait lien? Mais qu'est-ce qui fait communauté? Ça veut dire que aujourd'hui, bien plus qu'avant, alors bon, ça c'est une facilité de langage, aujourd'hui bien plus qu'avant, mais avant je ne sais pas ce que c'était, ce que nous dit l'ethnologie classique du début du XXe siècle ou des premiers explorateurs de la fin du XIXe siècle. Ce que nous dit cette ethnologie classique, c'était qu'il y avait des groupes constitués en ethnie, en villages, etc. Et puis là, vous êtes dans le monde qui nous entoure et vous ne voyez que du chaos. Et donc qu'est-ce qu'on observe? C'est que tous les jours, pratiquement, se repose la question, ou recommence à se poser la question sur qu'est-ce qui fait communauté. Et peut-être qu'il n'y a pas une communauté, mais il y en a des tas. Et on n'arrête pas d'inventer les communautés. Je fais partie de ces anthropologues qui considèrent qu'une fois que toutes les unités classiques de l'anthropologie se sont déconstruites, se sont défaites, elles ont perdu leur évidence facile, eh bien, ce qui se pose, c'est la question des espaces, évidemment, puisqu'on est toujours d'abord dans un espace, on est dans un lieu où, quand il n'y en a plus ou quand on n'en voit plus, on dira bah, c'est un non-lieu, mais effectivement, on n'est jamais parfaitement dans du non-lieu, mais effectivement, le lieu est cette possibilité d'avoir du commun dans un morceau d'espace, des relations, de la mémoire, une certaine identification des gens les uns avec les autres. Voilà ce qui fait le lieu. Donc la problématique de ce qui est commun, ou la problématique du commun, devient alors de toute évidence différente de la problématique de l'espace public. Enfin, pour revenir à la ville comme un grand espace public plus ou moins découpé en morceaux, plus ou moins fragmenté, mais c'est à l'intérieur qu'on va réinventer du commun. Et tous les matins, on se lève et on va réinventer un commun sans doute différent. Et c'est ça qui est à la fois énigmatique et compliqué à vivre, et énigmatique pour les anthropologues, parce qu'il faut refaire chaque jour son anthropologie. Alors comment faire? Je pense que là, on l'a vu avec au moins deux des tables. Il faut repartir des expériences. Il faut repartir des expériences des villes. On peut dire que les villes sont à la fois des hubs et des lieux. C'est à la fois du fluide et du familier. Moi, j'ai beaucoup insisté dans mes recherches sur la ville familière. Je pense que même dans les contextes apparemment les plus anonymes, les plus impersonnels, les plus hostiles sur le plan de l'environnement, on recrée des circuits, on recrée des relations, on recrée quelque chose qui fait que quelqu'un peut réussir à recréer du familier dans son environnement urbain. Et c'est donc là où il y a sans doute des solutions à cette manière qu'auraient les villes d'à la fois être le lieu de la mobilité et le lieu où on peut refaire
réinventer du familier. On a évoqué des réponses non précaires pour les précaires, et je dirais que justement, quelle est la solution? La solution, c'est de réinventer la ville tous les jours. Et c'est ça qui est le challenge, je crois, non seulement de tous les habitants des villes, mais aussi des aménageurs, si le nom d'aménageur a un sens, ou si c'est pas quelque chose qu'il faudrait remplacer par quelque chose comme les accompagnateurs du grand chaos. Et comment réinvente-t-on sans cesse la ville? Moi, il m'a semblé qu'on pouvait à chaque fois refaire le récit, et ça c'est ce qui vient après, bien sûr, mais pour la réflexion et pour nous ici, c'est ce qui vient avant. C'est, comme dit Garcia Marquez, c'est vivirla para contarla, la vivre pour la raconter, vivre sa vie pour la raconter. Et là, ça serait vivre sa ville pour la raconter, ou la raconter pour mieux la vivre. Chaque fois qu'on se demande comment un lieu a commencé à exister, on a une réinvention de ville. Moi, j'ai fait ça sur mes enquêtes à Salvador, au Brésil, et en Afrique, sur des terrains de quartiers d'étrangers qui étaient des quartiers déguerpis une fois, déguerpis deux fois, déguerpis 5 fois dans leur histoire, et à chaque fois à réinventer le quartier, à refaire le quartier des étrangers, comme ça s'appelle, sur la marge de la ville. Mais l'exemple dont je veux vous parler, c'est un exemple qui est raconté par Patrick Chamoiseau, l'écrivain. Vous savez, Patrick Chamoiseau, on dit qu'il y a des chercheurs qui sont des écrivains ratés, et bien il y a des écrivains qui sont des chercheurs ratés. Donc Patrick Chamoiseau a écrit le magnifique Texaco comme un mémoire de DEA qu'il n'a pas terminé, mais il en a fait un roman qui est ce magnifique roman d'une ville qui s'appelle Texaco. Et alors, comment est-ce qu'il raconte Texaco? Il raconte une histoire qui remonte au temps de l'esclavage. Il raconte l'histoire de gens historiquement exclus qui désirent quelque chose qu'ils appellent l'enville. L'enville, c'est à la fois l'envie et l'enville. Mais c'est aller en ville. Et le lieu, quand on dit aller en ville, le lieu lui-même est devenu l'enville. Partir d'un bord, partir d'un dehors pour être dedans et s'établir donc sur le lieu qui va permettre à ces gens qui relèvent d'une histoire de l'esclavage, de l'exclusion, etc., leur permettre d'être juste sur le petit bout du coin de l'enville et de s'installer derrière la station essence Texaco. Et c'est là que Marie-Sophie Laborieux raconte à l'auteur, à l'écrivain, qu'elle s'est établie là, juste sur ce bord de la ville, sur la frontière, elle a planté ses 4 bambous qu'elle a entourés de toiles, et puis elle dit « Puis j'ai pris soin de sarcler mon espace, de damer ma terre à l'intérieur de mon carré, de faire reculer la campèche d'alentour dans un rayon de 4 mètres. C'était rien, juste un paré soleil, mais c'était mon ancrage dans l'enville. » Fonder un lieu, c'est donc arriver, franchir un seuil, franchir une frontière, délimiter d'un trait sur la terre la place qui me revient, un refuge, un coin, un recoin, et voilà. Et tout autour de cette toile et de ces 4 piquets, tout autour, donc c'est construit le quartier de Texaco, qui est devenu ce très grand quartier qui s'est mis à exister pendant des décennies. Et bien des années après, alors qu'on le menaçait de destruction, c'est ce quartier-là dont Chamoiseau a fait un récit qui est devenu un prix Goncourt quelques années plus tard. Et c'est comme ça que Texaco, c'est 4 piquets plantés, et puis c'est un roman de ville qui a fini par être connu de tout le monde. Voilà comment on peut
raconter, du point de vue des anthropologues, du point de vue des ethnographes ou du point de vue des romanciers, on peut raconter des récits de villes, et il me semble que comme tous ces récits de villes commencent toujours par une arrivée et une installation, et ben, ce serait, pour le dire dans les langages d'ici et de maintenant, les migrants eux-mêmes qui font eux-mêmes leur ville accueillante. Et je vous remercie.